Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Olivier Dallage, qui est rédacteur en chef à RFI, et avec lequel nous allons parler de la situation en Inde. Bonjour Olivier Dallage. Bonjour. Alors il y a eu il y a quelques jours des émeutes, des affrontements, avec plusieurs dizaines de morts quand même. La police a été mise en cause pour son action, ou plutôt son inaction, pour protéger les musulmans qui étaient pris à partie. C'est une série d'événements qui venaient ponctuer, et à l'occasion aussi de la visite du président Trump. Pouvez-vous dire quelles ont été les étapes qui, dans la période récente, ont conduit à cette situation extrêmement inquiétante pour le vouloir vivre ensemble au sein de l'Union indienne? Ça dépend où on place le curseur, mais moi je le placerai à la réélection de Narendra Modi pour un second mandat, avec un nombre de députés supérieur à celui du premier mandat, puisqu'il avait déjà la majorité absolue, mais en avril-mai de l'année dernière, donc il y a presque un an, il est revenu avec une nouvelle législature mieux ancrée au Parlement. Et d'emblée, il a pris des mesures fortes qui correspondent au programme du BJP et d'une manière générale des nationalistes hindous. Dès le 5 août, on a révoqué le statut d'autonomie du Cachemire, qui faisait l'objet d'un article de la Constitution indienne, l'article 370, c'est de très longue date un projet des nationalistes hindous. Il faut rappeler que le Cachemire était le seul État indien, je dis était parce que ça n'est plus un État à majorité musulmane. Et puis, dans la foulée, il y a eu un registre des citoyens dans l'État d'Assam, dans le nord-est. Alors, pour être tout à fait clair, c'est un processus qui avait été lancé il y a bien longtemps, avant même que le BJP arrive au pouvoir, mais il s'agit de faire le compte, c'est une sorte de recensement, mais de recensement des citoyens pour voir qui est citoyen indien et qui ne l'est pas. Et avec l'objectif, naturellement, d'éliminer ceux qu'ils appellent les infiltrés, c'est-à-dire les immigrants du Bangladesh, établis parfois de longue date, et qui auraient usurpé, selon eux, la nationalité indienne. Et au bout du compte, quand l'exercice a été terminé, au mois de septembre, on a découvert que 1,9 million, c'est-à-dire presque 2 millions d'habitants d'Assam qui se croyaient indiens, ne l'étaient pas au vu de ce nouveau registre. Et donc étaient apatrides? Donc n'étaient plus indiens. Sachant que pour beaucoup d'entre eux, ils estiment n'avoir jamais eu d'autre nationalité, leurs parents peut-être, mais dans l'esprit, je dirais des autres, ce sont en fait des Bangladais à rejeter au Bangladesh. Mais dans l'intervalle, on a construit des camps qu'on peut appeler des camps de concentration, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, pour mettre les immigrés illégaux. Simplement, ce qui n'avait pas été prévu, c'est que la majorité de ces 1,9 million sont pas des musulmans, mais des hindous. Donc ça a posé un problème politique au BJP, qui a beaucoup perdu en soutien en Assam à la suite de ce décompte. Et puis, il y a eu un amendement à la loi sur la nationalité, qui a été adopté à la mi-décembre par les deux chambres du Parlement. La loi date de 1955, et cet amendement permet simplement d'ouvrir la naturalisation aux immigrés illégaux qui n'y ont pas droit, à la condition qu'ils viennent de 3 pays voisins musulmans, l'Afghanistan, le Pakistan et le Bangladesh, et qu'ils appartiennent aux minorités religieuses suivantes: les Sikhs, les Jaïns, les Parsis, les Hindous, les chrétiens et les bouddhistes. Et on constate qu'il y a une minorité religieuse, je dis bien minorité, qui n'y figure pas, ce sont les musulmans, parce que même dans les pays musulmans, il peut y avoir des minorités musulmanes. Et donc c'est la première fois que on introduisait un critère de religion dans la définition de la citoyenneté. Alors prenons peut-être les deux cas, le cas du Cachemire. En fait, c'est une région dont on entend très peu parler. L'armée indienne y fait une répression qui semble de plus en plus lourde, et depuis la suppression de ce statut, le Cachemire est complètement coupé du reste du monde. La répression au Cachemire n'est pas une chose nouvelle. Elle existe, je dirais, presque depuis les années qui ont suivi l'indépendance. Avec des phases diverses, mais les lois d'exception qui sont mises en œuvre aujourd'hui dans toute leur rigueur datent des années où le Congrès était au pouvoir. Donc il ne faut pas dire que seuls les nationalistes hindous. Mais c'est vrai, en même temps qu'ils abolissaient le statut spécial du Cachemire, pour en faire un territoire de l'Union coupé d'ailleurs en plusieurs morceaux, eh bien on a arrêté, soit placé en résidence surveillée, soit carrément arrêté et mis en prison des dirigeants du Cachemire, y compris 3 anciens chefs de gouvernement
qui sont considérés par la population comme pro-indiens, dont certains même étaient des alliés du BJP. L'Internet a été coupé. Bon, il a finalement été rétabli, mais avec un accès très limité à différents sites, et la téléphonie mobile réduite à pas grand-chose. Et donc, pour l'instant, on se retrouve maintenant 7 mois après, avec toujours une région qui vit pratiquement au ralenti, parce que, bien entendu, il n'y a pas d'échange avec le monde extérieur. Et devant un silence quand même relativement assourdissant du reste de la communauté internationale, puisque on ne peut pas dire que les protestations de l'Union européenne, de la France ou des pays musulmans d'ailleurs soient extrêmement vigoureux. On va commencer par les pays musulmans. C'est là quand même que le savoir-faire de Modi, qui pendant les 5 années de son premier mandat a cultivé des relations, notamment avec les pays du Golfe, pour isoler le Pakistan, ont donné des résultats. Bien sûr, l'organisation de la conférence islamique a critiqué l'Inde sur le Cachemire, mais je veux dire, c'est une logomachie habituelle qui n'a pas de conséquences pratiques. Angela Merkel, quand elle est venue à New Delhi, a fait des remarques publiques sur le Cachemire, mais sans aller très loin. Et quand Emmanuel Macron a reçu à l'occasion du G7 Narendra Modi au château de Chantilly, il a été très brièvement question du Cachemire, mais sans qu'on sache trop ce qui s'est dit. En réalité, bien entendu, les grandes puissances évitent de froisser l'Inde, qui reste malgré tout un partenaire prometteur, même si la situation économique n'est plus ce qu'elle a été ces dernières années. Et est-ce que la Chine a tenté d'utiliser cet épisode pour mettre en difficulté Narendra Modi ? Absolument, sans attacher beaucoup d'importance à la contradiction qu'il y avait par rapport à leurs propres Ouïghours, mais la Chine, qui soutient très fort le Pakistan dans les instances internationales, a essayé de faire discuter du Cachemire au Conseil de sécurité, et c'est la France qui a bloqué cette tentative. Donc oui, la Chine a appuyé le Pakistan qui naturellement tire parti de la situation, mais sans grand résultat, parce que la situation propre du Pakistan ne lui donne pas beaucoup de levier non plus. Alors donc là, avec aussi ce changement sur la nationalité, Narendra Modi, est-ce qu'il risque pas de mettre fin à une cohabitation qui, quand même, bon an, mal an, tenait bien entre musulmans et hindous ? Est-ce qu'il y a vraiment une volonté de Narendra Modi de changer la société indienne et d'y instaurer une suprématie pour les hindous au détriment des musulmans ? Et tout à fait, c'est le vieux projet des nationalistes hindous, ce qu'on appelle l'Hindutva, l'hindouité, qui est un projet qui remonte aux années 20 et qui consiste à dire que l'Inde est hindoue. Et d'ailleurs, même les musulmans et les chrétiens sont des hindous dont les ancêtres ont été convertis, c'est juste un petit vernis, et il suffit de les reconvertir. Mais s'ils veulent vraiment rester chrétiens ou musulmans, il n'y a pas de problème à condition qu'ils le fassent discrètement et qu'ils ne cherchent pas à vouloir jouer un rôle concurrent de celui des hindous. Sikhs et Jain et bouddhistes sont considérés d'ailleurs par les nationalistes hindous comme des hindous eux-mêmes, ce qui n'est pas du tout leur point de vue, mais comme ce sont des religions qui sont nées sur le sol indien, des religions indigènes, sans jeu de mots, eh bien, elles ont le droit de citer. En revanche, l'islam et le christianisme sont des religions allogènes et donc ne sont que tolérées et encore à condition de marcher à l'ombre. Si on remonte aux origines historiques, le but du leader de l'indépendance du Pakistan, Jinnah, était de dire qu'il fallait un État pour les musulmans et que les musulmans ne seraient pas en sécurité dans un ensemble directement issu de l'Empire britannique des Indes. Alors que le projet politique tant de Nehru que de Gandhi était de dire que l'Inde, l'Union indienne, était un ensemble multiculturel, multiethnique, multireligieux qui pouvait accueillir les différentes parts de la société indienne. Est-ce que c'est pas ce projet de Nehru et de Gandhi qui est taillé en place par Modi aujourd'hui? Et bien entendu, et d'ailleurs Nehru est responsable de tous les maux de l'Inde actuelle, si l'on en croit le gouvernement et la presse qui soutient ce gouvernement. En réalité, en effet, il y avait deux partisans de la théorie des deux nations, il y avait Jinnah et la Ligue musulmane, et puis il y avait Savarkar, l'inventeur du concept d'hindouité, qui lui aussi pensait qu'il n'y avait pas de place pour ces deux religions cohabitant dans le même pays. Et donc aujourd'hui, en s'abritant derrière l'idée que eux défendent une laïcité réelle, là où le Congrès a défendu en fait une politique d'apaisement pour avoir des voix musulmanes, il y a un détournement des mots, mais bien entendu il s'agit de faire de l'Inde un État hindou, ce qu'ils appellent Hindu Rashtra. Simplement, ce qui est assez frappant, c'est que, pour l'instant en tout cas, le gouvernement BJP, dirigé par Narendra Modi et son bras droit Amit Shah, qui joue un rôle de plus en plus important,
a réussi à progresser dans cette voie sans que les institutions et la Constitution aient été modifiées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin d'un changement de Constitution pour changer radicalement la façon dont les choses se passent actuellement en Inde. Mais est-ce que c'est un... Pourquoi le parti du Congrès ne réagit pas? Est-ce qu'il est vraiment usé par les accusations de corruption qui pèsent sur lui, par le fait qu'on en est à la 3e génération de Gandhi qui n'a pas su se régénérer? Est-ce que finalement Modi a vraiment un boulevard ouvert devant lui, ou est-ce qu'il y a des résistances, alors soit au niveau politique pour le parti du Congrès, soit dans la société civile? Le parti du Congrès est effectivement usé, il n'est plus qu'une pâle copie de ce qu'il a pu être, à la fois pour des raisons de corruption, parce que la direction dynastique du parti du Congrès pose quand même quelques problèmes, et aussi parce que dans l'Inde, il y a eu une montée des partis régionaux ou des partis de caste qui ont grignoté l'espace qui était autrefois occupé par le parti du Congrès. Ayant dit cela, Modi reste assez populaire, mais pas le BJP. Le BJP a perdu, après avoir gagné initialement pas mal d'États, est en train de les perdre les uns après les autres. Et le plus frappant, c'est que à l'automne dernier, en novembre-décembre, ils ont perdu l'État du Maharashtra, qui est l'un des plus importants, c'est celui dont Bombay est la capitale, qu'ils dirigeaient depuis longtemps en alliance avec un autre parti nationaliste hindou, mais il y a eu une rupture, en fait, due au fait que simplement le BJP ne veut pas faire de place à ses alliés. Et donc, il y a eu un renversement d'alliance. Mais du coup, le BJP a perdu énormément de prestige et de pouvoir, et il a perdu ensuite les élections suivantes. Les prochaines étapes à suivre sont celles du Bengale occidental, qui est un autre grand État important, qui est dirigé par une femme énergique, Mamata Banerjee, une dissidente du Congrès, qui se présente comme l'une des têtes de proue de l'opposition à Narendra Modi. Donc, en fait, Modi n'est pas en situation aussi solide que ça, d'autant qu'en effet, d'une part, des États indiens, une coalition de partis d'opposition régionaux, le Congrès, etc., ont déjà décidé qu'ils ne mettraient pas en œuvre le recensement qui est prévu et qui permettrait d'appliquer la loi sur la nationalité. Et deuxièmement, parce que la société civile, les étudiants notamment, beaucoup de femmes également, hindous et musulmans, ont manifesté, continuent de le faire, en récitant le préambule de la Constitution, qui est une constitution laïque. Donc, et ça, je pense que ni Modi ni Amit Shah ne l'avaient vu venir, et ils sont assez sur la défensive, mais ils cherchent à appliquer le modèle qu'ils ont appliqué au Gujarat, c'est-à-dire polariser entre hindous et musulmans, avec l'idée que les violences, au bout du compte, renverront chacun dans leur communauté, et il y a 80% d'hindous et seulement 14% de musulmans. Oui, mais que faire des 200 millions de musulmans qui sont citoyens indiens pour le moment? Et quel est l'avenir que leur promet Modi? Devoir partir pour se réfugier, ou juste vivre dans la crainte et avoir des droits minorés par rapport à leurs compatriotes? Oui, c'est ça. C'est qu'ils comprennent la leçon, qu'ils sachent qui est le maître et qu'ils sachent se tenir et rester à leur place. Il s'agit évidemment pas de faire perdre leur citoyenneté indienne à 200 millions d'Indiens. Là, c'est un défi que même Narendra Modi ne peut pas se fixer à lui-même. En revanche, grâce au double système du recensement qui va permettre de savoir qui a des papiers prouvant sa nationalité, qui ne les a pas. Donc on va se retrouver avec beaucoup de gens en situation douteuse, un peu comme il y en a eu en Assam, mais il y a le volet de repêchage que permet la nouvelle loi sur la nationalité. Donc tous ceux qui sont musulmans seront repêchés. Et donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que tous les musulmans qui ne présenteraient pas leurs papiers, qui sont quelquefois impossibles à trouver, l'état civil, déclarer la naissance à l'état civil, c'est une obligation seulement depuis la fin des années 60. Donc évidemment, dans un pays comme l'Inde, on ne peut pas trouver ça partout. Mais que certains d'entre eux la perdent, ou simplement le risque de la perdre soit là, et ça suffit, pense-t-il, à faire tenir tranquille la communauté musulmane qui, du coup, respectera la domination des hindous. Est-ce que Modi peut s'appuyer sur de bons résultats économiques pour faire passer sa politique? Est-ce qu'il peut dire, regardez, grâce à moi, l'Inde devient ce que nous rêvions tous depuis longtemps, la 6e puissance mondiale? Eh bien non, et c'est même une des grandes surprises du premier mandat de Modi. Modi avait une image, quand il dirigeait le Gujarat, qui était celle d'un dirigeant autoritaire, anti-musulman, mais l'ami de l'économie et des grandes entreprises. D'ailleurs, tous les grands patrons lui avaient apporté leur financement pour la campagne. Et sa promesse était « je ferai à l'échelle de l'Inde ce que j'ai fait au Gujarat ». Alors pour les violences, il l'a fait. Pour l'économie, ça n'a pas suivi pour 3 raisons. La première, c'est qu'il a procédé à une démonétisation surprise en 2017, je crois, en novembre 2017,
qui fait que en l'espace de quelques heures, ça a été annoncé à 20h et à minuit, c'était mis en œuvre, les billets de banque qui circulent le plus avaient perdu cours légal. Et donc 86% de la masse monétaire ne valait plus rien, et les jours qui ont suivi, et il se trouve que par le plus grand des hasards, j'ai atterri en Inde cette nuit-là, donc les billets de banque que j'avais dans ma poche ne valaient plus rien, et les gens faisaient la queue dans les banques pour se faire échanger des billets, mais il n'y en avait pas assez. Bon, ça c'est une première chose. Or, l'économie indienne est très largement informelle, donc les paysans achètent leurs semailles, non pas en faisant des virements bancaires, mais avec des billets de banque qu'ils n'avaient plus. Donc ça a beaucoup pesé sur la croissance. La deuxième, c'est l'entrée en vigueur de la TVA, qui s'appelle là-bas la GST. C'est un bon projet, qui d'ailleurs datait du gouvernement précédent, mais qui a été mis en œuvre d'une façon très chaotique, et là aussi, ça a beaucoup freiné l'économie. Et la troisième raison, c'est que les violences qu'on appelle intercommunautaires, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est la chasse aux musulmans, et aussi d'ailleurs aux intouchables, les Dalits, ça crée un climat de violence que l'Inde n'avait pas connu à cette échelle depuis longtemps, et je ne dis pas que l'Inde est un pays pacifique, c'est un pays très violent, mais cette violence a freiné aussi les ardeurs des investisseurs étrangers qui du coup ne sont pas venus en masse mettre en œuvre le fameux Make in India que demandait Modi, c'est-à-dire venez fabriquer en Inde. Et donc pour toutes ces raisons, plus le relèvement du coût de l'énergie, bon aujourd'hui c'est pas le cas, mais ces derniers temps ça l'était, ça a freiné la croissance qui maintenant est tombée à un rythme de 4,7 je crois en rythme annuel. Or la plupart des économistes pensent que pour que l'Inde sorte de la pauvreté, il faut un taux annuel au moins égal à 9%. On était arrivé à 7,5% ces dernières années, on est tombé à 4,5, 4,7, on est donc très loin du compte, et non, c'est un échec économique. Et donc dans ce duel que se livrent depuis déjà assez longtemps New Delhi et Pékin mène encore largement le bal, et que l'Inde est quand même assez impuissante par rapport l'idée d'un rattrapage que l'on entend parfois de la Chine par l'Inde est une idée qui n'a pas de réalité. C'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, parce que l'Inde malgré tout a des appuis géopolitiques. La Chine commence à faire vraiment peur, et donc certains Européens, dont la France, les Australiens évidemment, les États-Unis, voient dans l'Inde le contrepoids, et ils ont des alliances, y compris navales, avec des exercices militaires, avec le Japon également. D'autre part, la Chine commence à montrer certaines de ses faiblesses. Et par ailleurs, la population indienne est très jeune et très dynamique, ce qui veut dire que d'ici probablement 5 ans, ou à peu près, l'Inde dépassera la population de la Chine et deviendra le pays le plus peuplé du monde. Alors pour l'instant, c'est encore un avantage. Dans 50 ans, je dis pas, mais pour l'instant, c'est encore un avantage. Et donc, ce dynamisme est un facteur qui bénéficie à l'Inde. Maintenant, en termes de capital, il ne fait pas de doute que la Chine a énormément d'avance en réserve financière, et sur le plan militaire, ça ne fait pas de doute non plus. Donc actuellement, avantage à la Chine, à moins que cette crise du coronavirus fragilise sensiblement le pouvoir chinois. Quand vous voyez l'évolution pour le moins autoritaire de Narendra Modi, et que l'on peut comparer aussi avec d'autres pays où des dirigeants venus au pouvoir par les élections sont accusés de malmener l'état de droit. C'est le cas de Trump aux États-Unis, c'est presque le cas de Boris Johnson à Londres, mais c'est surtout et aussi le cas de Netanyahou en Israël, de Jair Bolsonaro au Brésil. Donc, quelle est la part où Modi s'inscrit dans un mouvement général qui est une tendance lourde, et on pourrait malheureusement multiplier d'autres exemples que les quelques-uns que je vous ai donnés, et quelle est la part spécifique de l'Inde? Beaucoup d'analystes, y compris indiens, font les comparaisons que vous venez de faire, notamment Bolsonaro était l'invité de la journée de la République le 26 janvier dernier. Trump vient de faire une visite où ils ont fait l'un et l'autre, Modi et Trump, assaut d'amabilité pour montrer leur amitié. Et Netanyahou est un grand ami de longue date de Narendra Modi. Oui, cette évolution vers des démocraties sont pas encore tout à fait des dictatures, mais franchement illibérales et qui se revendiquent presque telles quelles, est faite par beaucoup d'analystes. Et en Inde, est-ce qu'elle prend une forme spécifique, ou comment expliquer ce mouvement global finalement qui touche l'ensemble des continents?
Je ne sais pas comment expliquer le mouvement global, je le constate. En Inde, il prend une forme qui relève de ce qu'on appelle le nationalisme religieux. Donc, ce sont tous des dirigeants nationalistes qui se présentent comme ça, des hommes forts, avec un aspect même franchement machiste, pour montrer la virilité du dirigeant au pouvoir. Je dirais, il peut bien dire lors de la journée des droits de la femme qu'il défend la femme indienne, mais tout son discours est très machiste, y compris à l'époque où il dirigeait le Gujarat, sur son tour de poitrine qui fait 56 pouces, qui montre que c'est un homme, un vrai. Et donc, oui, ces penchants autoritaires séduisent d'ailleurs une partie de la bourgeoisie indienne, parce que il y a une telle bureaucratie, il y a une telle pagaille, et puis franchement, la démocratie, ça fait peut-être un petit peu peur quand des masses non éduquées risquent de décider de qui va aller au pouvoir. Donc, il y a un lien très étroit avec les grandes entreprises. Je voudrais quand même signaler que ça craque un petit peu, parce que, comme je disais, les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Et en novembre-décembre dernier, il y a eu un forum économique qui s'est tenu à Bombay, et l'un des plus grands patrons indiens, Rahul Bajaj, le nom de Bajaj évoque quelque chose pour ceux qui ont vu passer des scooters ou c'est un grand conglomérat qui fait beaucoup de choses, a dit de manière très polie, en face de Amit Shah, qui est donc le ministre de l'Intérieur et le bras droit de Modi, qui était là, que la communauté d'affaires avait peur, parce que peut-être que le gouvernement n'acceptait pas tellement d'entendre les critiques. Donc Amit Shah lui a fait une réponse très polie pour dire « Ah, si c'est vrai, il faut qu'on change ». Et dès le lendemain, il a été traîné dans la boue par tous les nationalistes religieux qui l'ont traité d'antinational et de traître. Donc ça illustrait parfaitement ce qu'il venait de dire. Et en effet, on entend mezzo voce dans les milieux d'affaires des doutes sur l'endroit où Narendra Modi est en train de mener l'Inde. Que devrait faire le Parti du Congrès pour se régénérer? Il a incarné quand même au niveau mondial beaucoup d'espoir, et aujourd'hui on le sent complètement dépassé et incapable de faire face à Modi. Et le succès de Modi est quand même en grande partie aussi l'échec du Parti du Congrès. Tout à fait. Donc déjà, il devrait se trouver un dirigeant qui veut diriger et qui ne démissionne pas pour revenir, comme ça a été le cas de Rahul Gandhi, qui du coup a repassé le pouvoir à sa mère, qui était présidente avant lui. Enfin, ça fait quand même mauvais effet. Deuxièmement, il doit choisir sa ligne politique, parce que le Parti du Congrès, c'est un petit peu comme le Parti démocrate aux États-Unis. Il y a autant de partis démocrates aux États-Unis qu'il y a d'États. Eh bien, c'est pareil au Congrès. À Delhi, il défend l'Inde néhrouvienne, laïque, etc. Mais localement, certains dirigeants du Congrès se comportent comme des nationalistes religieux un petit peu plus modérés que ne l'est Narendra Modi. Et donc, on ne sait pas très très bien où ils veulent emmener l'Inde, et d'autant qu'ils n'arrivent pas à s'imposer, ils n'arrivent plus à s'imposer comme le pivot nécessaire de l'opposition. Donc s'il y a une coalition des grands partis d'opposition régionaux, de caste, partis du Congrès, etc., pour mettre à bas le pouvoir du BJP, encore faut-il qu'ils montrent la direction. Et pour l'instant, à part s'opposer à Modi, on ne voit pas ce qui fait leur trait commun à tous ces partis, et même pas au Parti du Congrès lui-même. Dernière question, Olivier Dallage, la question des intouchables que l'on évoque souvent sans trop y voir. Normalement, le statut est aboli, cette caste n'existe plus, et pourtant elle semble encore peser sur la société. Alors, je vais corriger une idée reçue. En Inde, les castes n'ont jamais été abolies. C'est la discrimination qui a été abolie par la Constitution. Mais les castes ne sont pas abolies. À tel point d'ailleurs qu'il y a une discrimination inverse qui permet justement de rétablir une égalité. Mais pour ça, il faut reconnaître l'idée qu'il y a des castes. Deuxièmement, les intouchables, c'est pas une caste. En tout cas, ça doit pas en être. C'est ceux qui justement n'ont pas de caste. Ce qui peut arriver de pire. Parce qu'ils sont tellement bas qu'ils n'ont pas de caste. Les intouchables, tels qu'on les appelait autrefois, les Dalits, tels qu'ils s'appellent eux-mêmes depuis que leur grand leader Ambedkar a changé le nom, c'est les opprimés. Les partis de caste sont assez importants, notamment en Uttar Pradesh, le plus grand État indien, qui compte 205 millions d'habitants quand même. Aussi au Maharashtra, qui est aussi un grand État indien, donc capitale Bombay, d'où était originaire lui-même Ambedkar. Mais encore une fois, ils ne sont pas une force politique partout. Et si même
très globalement, ils sont plus pauvres que les autres. Il y a aussi des millionnaires qui sont des intouchables. Donc il n'y a pas une adéquation entière entre caste et classe sociale, même si globalement ça se recouvre. Merci Olivier Dallage pour ce tour d'horizon sur à la fois les complications intérieures de la vie indienne et en même temps les enjeux stratégiques de cette 6e puissance mondiale.